Bonjour mes chers étudiants, les étiens, j'espère que vous portez très très bien. Alors comme je vous ai promis la dernière fois, durant les séances qu'on a vues ensemble, qu'on a traitées ensemble à distance sur la plateforme Teams, je mets à votre disposition donc ces capsules qui résume donc tout ce qu'on a abordé ensemble. Alors, l'élément de module, bien sûr, intitulé Finance, fiscalité en hôtellerie-restauration, qui est un élément de module technique et gestion, outils et techniques de gestion de restauration. Alors, nous étalons sur un plan très simple. Dans une première partie, nous allons aborder, donc cette discipline, bien comme j'aime bien l'appeler cette science ou bien art, la finance, et en second lieu, nous allons étudier la fiscalité, s'il nous reste du temps bien sûr, parce que la première partie, elle est très très riche et très intéressante. Alors nous étalons sur un plan, un sommaire très simple. Nous allons commencer par définir donc la finance et ses objectifs, son utilité au sein de l'entreprise. Par la suite, nous approfondirons dans les choix d'investissement et les choix des moyens de financement. Alors, la finance, cette discipline donc, qui traite la recherche et de l'allocation optimale de ressources rares et coûteuses à des choix multiples, que ce soit investissement, placement, exploitation. Elle est au service des options stratégiques de l'entreprise. Elle est reliée transversalement aux autres fonctions de l'entreprise. Elle a pour finalité l'optimisation du couple rentabilité-risque. Alors, l'objectif principal donc de la finance, c'est la mise à disposition des ressources financières à moindre coût et leur utilisation optimale. En entreprise, la finance est essentielle pour la création, le fonctionnement et le développement de l'entreprise. Alors, pour associer, parce que pour bien comprendre et appréhender donc la finance, il va falloir d'associer et de relier ce qu'on a traité, ce que vous avez vu, ce que vous avez étudié en premier semestre, c'est-à-dire ici je parle de la comptabilité, l'analyse comptable et financière. Car ce sont les prérequis de la finance. Alors la comptabilité générale. On voit ici la comptabilité générale qui est tout simplement une technique ou bien un système d'information de preuve qui est obligatoire, d'accord, qui est le cœur de le cœur ici que vous voyez du cercle. Alors, la comptabilité générale, bien sûr, a pour objectif de quoi? D'enregistrer toutes les opérations, que ce soit achat, vente, ainsi de suite, dans des documents pour définir à la fin un résultat. D'accord? En passant par l'élaboration, bien sûr. C'est la base de l'élaboration des différents états de synthèse. À titre d'exemple, le bilan, le CPC, l'état de solde gestion, l'état d'information complémentaire et
le tableau de financement. Par la suite, donc, l'analyse financière, qui est aussi une discipline qui a pour objectif de quoi? Bien sûr, de convertir ou bien de transformer le bilan comptable en bilan financier. À savoir que cette opération nécessite le suivi des différents travaux de retraitement et de redressement. Pour à la fin établir le bilan condensé ou bien le bilan en masse. Bien sûr, ce bilan qui nous aide à prendre les bonnes décisions. Alors, bien entendu que ces deux champs disciplinaires, lequel la comptabilité générale et l'analyse financière, sont très importantes pour l'analyse du passé. Alors, tranquillement, la comptabilité générale, grâce à différentes étapes, à déterminer les résultats par de différentes manières, par différents tableaux. Par la suite, pour convertir ce bilan, donc, il faut donc instaurer l'analyse financière, d'accord, qui est automatiquement une technique qui nous aide à mesurer, à tester quoi? Bien sûr, l'état de quoi? L'état de santé de l'entreprise, c'est-à-dire un diagnostic, d'accord? Ou bien les forces et les faiblesses. En passant, bien sûr, j'aimerais bien mettre les points sur les i, ou bien la mise à point. Pourquoi? Parce que l'analyse financière nous aide à prendre les décisions. Elle est utile pour la prise de décision, oui. C'est vrai qu'elle a un caractère économique, oui. Mais à partir de quoi? À partir de nombreux indicateurs nous aident à prendre ces décisions. Lesquels? Je peux citer donc par exemple l'analyse du fonds de roulement, d'accord? L'analyse de BFR, de besoin de fonds de roulement, et à la fin déterminer quoi? La TN. La TN, c'est la trésorerie nette. Alors, concernant le fonds de roulement, il faut savoir, pour juger donc sur l'équilibre financier de l'entreprise, il faut avoir un fonds de roulement positif, c'est-à-dire plus supérieur à 0. Alors ici, on doit confronter quoi? Les ressources stables avec les emplois stables. On doit tout simplement avoir un résultat, bien un excédent en fonds de roulement. Pour avoir un équilibre financier, je disais que les ressources stables devront être supérieures aux emplois stables. L'objectif, bien sûr, c'est financer l'exploitation, c'est-à-dire l'actif circulant hors trésorerie, notamment les stocks. D'accord? Alors que le deuxième grandeur, qui est le besoin de fonds de roulement, il s'agit de la concentration entre les emplois circulants, d'accord, et les ressources circulantes. Tout simplement, on doit avoir, pour être normal,
un besoin de fonds de roulement inférieur à 0. Inférieur à 0, c'est-à-dire, pour nous, c'est un excédent. Pourquoi? Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est pour un financier. Je vous donne une règle qu'il va falloir suivre. Alors, pour un financier, le comptable, c'est autrement. Leur pensée, c'est autre que le financier. Le financier aime les fournisseurs. Et, dans un sens, désolé. Elle déteste les clients. Désolé pour le terme. Pourquoi? Parce que pour lui, les fournisseurs sont gentils, nous donnent de l'argent. D'accord? C'est ça la logique financière. Alors que les clients sont méchants. Pourquoi? Parce que les fournisseurs nous donnent de l'argent pour faire rouler l'entreprise. Alors, si on fait des créances, on est toujours en retard. D'accord? Alors, la logique financière que les clients, pourquoi? Parce que les clients se trouvent à quelle classe? La classe numéro 3. Et les fournisseurs situés dans la classe numéro 4. Alors, le BFR égale à quoi? L'actif circulant hors trésorerie moins le passif circulant hors trésorerie, c'est-à-dire une confrontation ici entre les clients et les fournisseurs. Alors, si les créances sont supérieures de l'actif et le passif circulant hors trésorerie en matière fournisseur, automatiquement on va avoir un BFR supérieur à 0. Alors que la règle et la logique que ce BFR, le besoin de fonds de roulement, doit être inférieur à 0. D'accord. Alors, à la fin, pour cerner ce que je disais, la règle la règle centrale ou bien la notion centrale dans l'analyse de l'équilibre financier, c'est l'ATN. À la fin, c'est l'ATN. Pour être en bon équilibre financier, il faut que l'ATN signifie la trésorerie nette, être supérieur, bien sûr, il faut que l'ATN doit être supérieur à 0. Tranquillement, nous parlons de une situation favorable. C'est-à-dire, l'entreprise est solvable, elle est capable d'honorer ses dettes. Alors si l'ATN est inférieur à 0, nous interprétons que l'entreprise peut tomber dans une situation de cessation de paiement qui est sanctionnée par la loi. Ça peut être conjoncturel, c'est-à-dire passagère, et ça peut être, bien sûr, structuré. D'accord. Alors, tout ça ce sont des informations que vous devrez toujours les utiliser, les capturer. Ce sont les prérequis de la finance. Alors, à la fin, pour comparer les trois disciplines, donc comptabilité générale, analyse financière et gestion financière, je dirais que donc la comptabilité générale et l'analyse financière, ce sont pour analyser le passé, alors que la gestion prévisionnelle ou bien la gestion financière, c'est pour l'analyse du futur, c'est-à-dire l'analyse pour faire des prévisions. Alors je peux donc comme un bout de glace ici. Donc, le cœur c'est la comptabilité générale. Au milieu donc on parle de l'analyse financière parce que comptabilité générale donc transformation donc elle calcule différentes grandeurs grandeur, c'est-à-dire
ce qui est important sont la TN, et à la fin, donc, la gestion financière pour bien faire des prévisions. D'accord. Alors maintenant nous étalons donc nous échelonnons un sommaire qui est très riche de ce qu'on va voir donc dans notre matière, donc la finance. Bien sûr, c'est la finance, donc ou bien la gestion financière. On parlait de gérer, donc gérer, donc c'est prévoir. Gérer pour être bien entendu, c'est prévoir. Prévoir quoi? Bien sûr, prévoir le futur, donc le futur financier de l'entreprise. Alors, le futur financier de l'entreprise, ou bien, donc, tout simplement, l'investissement. Alors, pour rajouter, donc, pour alimenter, donc, en se basant sur le passé, donc la comptabilité générale et l'analyse financière, je vais donc vous encadrer donc tout ce qui est finance. Alors, en ajoutant donc ce volet prévisionnel de finance. Pourquoi? Parce que en finance, c'est pour cela je disais que peut-être je vais me limiter donc dans la partie 1 parce que en finance il y a beaucoup d'indicateurs à calculer, beaucoup de choses, d'œuvres à analyser en futur. Alors, en premier lieu, je vais essayer de répondre à plusieurs questions, mais les questions qui sont centrales, d'accord, c'est l'investissement. Quel est, bien sûr, ce futur investissement et quels sont, bien sûr, quels sont les critères, les critères financiers pour analyser ce futur investissement. Alors, pardon, pour cela, donc, je vais essayer de non. Restez connecté. Alors, pour approfondir dans les détails, donc je vous disais je vais répondre à 2 questions. Lesquelles? La première question, quel futur financier? Et la deuxième, les critères. Quels sont les critères financiers pour analyser ce futur? Pourquoi? Parce que donc la réussite de ce futur nécessite donc tout un processus ou bien une analyse approfondie. D'accord? Alors, l'investissement. C'est quoi l'investissement? L'investissement, je disais, c'est le projet. Le futur financier de l'entreprise, c'est l'investissement. Alors que l'investissement, c'est quoi? C'est
tout simplement le projet. Alors, je peux le définir. C'est une opération qui engage l'entreprise donc dans le long et moyen terme. Lorsque je dis long et moyen terme, je parle stratégique. Donc, je souligne ce mot, les stratégies ou bien stratégie. Alors, la décision d'investissement, c'est une décision liée aux grandes options stratégiques de l'entreprise que je viens de citer. Alors, lié à la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire au choix stratégique. Comme vous voyez ici. Alors, qui nécessite le passage par différentes étapes, différentes phases. L'étude de l'environnement de l'entreprise, d'accord? Aussi, donc, les objectifs de l'entreprise, le diagnostic de l'entreprise, les points forts et points faibles de l'entreprise. Donc, c'est un résultat d'un processus de diagnostic stratégique qui avance, bien sûr, pour émerger donc pour l'étude de l'environnement, l'étude de points forts et faibles de l'entreprise, ainsi de suite. Alors, revenons à nos moutons. Donc, pour cerner donc ce que je disais, donc tout simplement, pour choisir un investissement, il faut bien sûr choisir une stratégie qui est bien établie. Alors la stratégie, je peux tout simplement du coup donc la stratégie c'est la confrontation, oui, c'est la confrontation entre quoi et quoi? Entre l'idée de projet et les choix stratégiques de l'entreprise. L'idée, comme vous savez, l'idée représente 2% de la réussite du projet. 98%, elle est réservée au cycle d'exploitation. C'est vrai qu'on a, si on a des idées qui est assez donc inspirée, assez importante, mais les choix stratégiques de l'entreprise ce sont assez élémentaires que l'idée. Un choix peut être, bien sûr, selon le recentrage, selon la concentration, selon plusieurs paramètres qui peuvent déterminer ce choix stratégique. Alors, le choix stratégique, par la suite, le collecte des projets. En second, ensuite, la conformité des projets à la stratégie. D'accord? Pourtant, c'est une étape très importante, la conformité des projets à la stratégie, pardon. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très simple. Une société, par exemple, qui est très connue dans tout ce qui est immobilier, Doha, par exemple, ou bien Doha, qui vise bien sûr à investir dans tout ce qui est, disons, tout ce qui est boissons, bien produits alimentaires, ainsi de suite. Si on souligne cette étape, si on peut analyser cette étape de conformité des projets à la stratégie, d'accord? Sinon, le projet est écarté. Car les choix stratégiques, ils ne sont pas
ne sont pas conformes. D'accord? Si oui, s'ils sont conformes, on passe à l'évaluation financière des projets conformes. De toute façon, comme je viens d'illustrer et comme elle est schématisée, donc la réussite du choix d'investissement doit donc débuter, bien commencer par l'analyse ou bien de l'environnement, ainsi de suite, des étapes que je viens de les citer. Alors, on s'est arrêté donc dans la conformité des projets à la stratégie. Alors, la question qui s'est imposée, c'est bien sûr, est-ce que les investissements sont conformes à la stratégie, ou bien cette stratégie? Et on a bien répondu à cette question, d'accord, par l'exemple que j'ai cité, aussi bien donc que une société qui investir dans tout ce qui est immobilier, d'accord, et qui vise investir dans tout ce qui est boissons, produits alimentaires. Alors, on a répondu par non. Alors le projet écarté, car pourquoi? Parce que le projet n'est pas partie de choix stratégiques du société. D'accord? Si par exemple, l'entreprise, on répond par oui, on va, bien sûr, nous approfondirons sur l'évaluation financière des projets. On passe à l'étape de l'évaluation financière du projet. Cependant, nous devrons par la suite aussi mesurer la rentabilité de ce projet. Autant de choses à voir donc dans ce module. Alors que la dernière étape pour retenir l'investissement, d'accord? Après l'évaluation financière des projets conformes, si oui, donc c'est-à-dire le projet est rentable, on va retenir le projet retenu, l'investissement. Sinon, nous devrons écarter cet investissement. Alors, en grosso modo, l'investissement donc commence par l'analyse de plusieurs étapes, ou bien plusieurs phases. Alors, la confrontation de l'idée du projet avec les choix stratégiques, d'accord, et collecte des projets, la conformité des projets, sinon il faut écarter le projet, si oui, il faut passer à l'évaluation financière des projets. D'autre part, pour retenir et valider cet investissement, il faut que le projet soit rentable. Alors, en poursuivant, donc, alors dans les slides donc précédentes, on parlait de l'investissement. Comment donc choisir, comment retenir l'investissement, comment valider l'investissement, en passant par plusieurs étapes, par l'étape de choix donc stratégique, la conformité des projets à la stratégie, la première étape. Si oui, donc
Sinon, on écarte le projet. Si oui, on valide le projet, on passe à l'évaluation financière des projets conformes. Et à la fin, on valide le projet. Alors, par la suite, vient donc, voilà, donc, ensuite, dans ce processus, le rôle de la finance vise à répondre à deux questions fondamentales. D'accord? Comme vous voyez, donc, dans le schéma, donc, ci-dessus, d'accord? Les étapes qu'on a détaillées, qu'on a expliquées. Bien entendu, après validation de l'investissement, c'est-à-dire après passage par différentes étapes, il va falloir de répondre. Est-ce que le projet est rentable? Un projet est-il rentable? C'est-à-dire, le projet, c'est vrai qu'il est rentable, mais la question de lequel des projets potentiels est le plus rentable? C'est-à-dire une comparaison entre plusieurs projets. Alors, en grosso modo, pour synthétiser, alors, le choix stratégique, c'est élémentaire. La concentration des stratégies de l'entreprise est l'idée de projet et les choix stratégiques. La validation est de projet et par la suite l'évaluation de la rentabilité de projet. Et une question centrale, c'est la comparaison entre la rentabilité de plusieurs projets pour déterminer à la fin le projet, lequel des projets qui est plus rentable. Alors pour cela, nous allons suivre dans le cours donc de finance, nous amorcerons donc sur un plan très simple. Nous aborderons donc en axe numéro 1 donc le choix d'investissement, l'analyse prévisionnelle, dont on va étudier donc les paramètres du choix d'investissement, c'est-à-dire quels sont les éléments pour évaluer les dépenses d'investissement. Ainsi, on va bien sûr en objectif intermédiaire aussi, donc le calcul des flux, donc des recettes prévisionnelles d'un projet, c'est-à-dire les cash flows, et dans le même chapitre, nous allons étudier les critères, quels sont les critères de choix d'investissement, c'est-à-dire rentable, oui ou non, et si on se trouve donc devant plusieurs projets, lequel qu'on va choisir et quels sont ces critères sur lesquels on s'est basé donc pour choisir ce projet. Alors, tout d'abord, donc, en liaison avec donc les choix, l'analyse prévisionnelle et les choix d'investissement, le premier paramètre de choix d'investissement. Donc, il y en a plusieurs éléments comportant donc les paramètres de choix d'investissement. Le premier élément, c'est le capital investi. Le capital investi. C'est quoi ce capital? Elle est bien sûr
tout simplement, elle est constituée donc de prix d'achat hors taxe, ou bien nommer le coût de la fabrication. Donc tout simplement, elle est enregistrée dans les factures à la fin, donc au total. Deuxièmement, on parle des frais accessoires. À titre d'exemple, les frais de transport, les droits de douane et les frais d'installation. Et troisièmement, le BFR, ou bien le troisième élément, le besoin en fonds de roulement, d'exploitation, le BFR d'exploitation. Et j'expliquais tout à l'heure qu'est-ce que le BFR. Bien entendu, je disais que pour calculer ce BFR, c'est l'actif circulant hors trésorerie moins le passif hors trésorerie. Alors, c'est quoi ce capital investi? C'est le working capital. Donc, dans une entreprise, les fonds sont investissements. C'est le montant d'argent. D'accord? C'est le montant. Soit dans les immobilisations, machines, logiciels, showroom, soit dans du besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire pour faire rouler ou bien démarrer l'activité. Donc, à titre d'exemple, les stocks et les comptes clients. Alors, en résumé, pour synthétiser, le BFR est l'argent qu'il faut mettre dans l'entreprise en dehors des investissements pour la faire rouler. Et je disais tout à l'heure, je faisais une comparaison entre les clients, d'accord, et le fournisseur, d'accord. Et je disais que le fournisseur aime, le financier aime le fournisseur, alors que elle n'aime pas les clients en matière, donc, pourquoi? Parce que les fournisseurs ne donnent de fonds de l'argent pour faire rouler l'entreprise. Alors, cet accroissement doit être considéré comme un nouvel investissement associé au projet. Il ne donne pas lieu à des amortissements et elle est récupérée au terme du projet. Alors par la suite, il y en a plusieurs éléments pour un choix d'investissement. Le deuxième élément, c'est le besoin, bien sûr, la récupération de besoins. Donc, quand est-ce qu'on peut récupérer donc ce besoin, ce BFR d'exploitation? D'accord? Bien entendu, comme vous voyez dans l'illustration, donc comme deuxième élément, c'est la récupération que ce BFR, elle est bien récupérée à la fin de projet. C'est-à-dire quand on termine notre projet, automatiquement, on peut récupérer ce BFR. Après avoir liquidé les stocks, donc et réglé les créances, donc les créances sont bien réglées, et les dettes qu'on va payer, donc, et à la fin, récupérer ce BFR. Alors, finalement, donc, ou bien en synthétisant que le BFR, après avoir donc investir donc, ou bien l'argent qu'il faut mettre au début, donc, on peut la récupérer à la fin, donc après, à la fin du projet. C'est-à-dire en
liquidant les stocks en TN, en trésorerie, et les clients qui vont, donc les ventes qui seront réglées, donc à crédit, parce que les ventes produits à crédit, et on va payer, donc on va régler les dettes à court terme, ce sont les fournisseurs et créanciers différents. Alors, cet donc accroissement doit être considéré comme un nouvel investissement associé au projet et ne donne pas lieu à des amortissements et est récupéré au terme de projet. Alors, pour cela, pour bien comprendre, bien appréhender donc cet élément donc des paramètres du choix d'investissement, je vais essayer je vous demande de réfléchir, hein, d'accord, afin donc de déterminer le montant du capital investi. Pardon. Alors tout d'abord, donc pour développer donc son activité de restauration, je vais considérer que l'entreprise MIR achète un nouvel équipement, investir dans un nouvel donc équipement dont les caractéristiques sont les suivantes. Un prix d'achat donc de 250 000 dirhams hors taxe. Les frais d'installation représentent 47 000 dirhams hors taxe. Le frais de formation du personnel, 20 000, estimé à 20 000. Et on ajoute également une augmentation du BFR d'exploitation en première année, estimée à 30 000 dirhams hors taxe. Ce qui est demandé, c'est la détermination du montant du capital investi. Alors, je vous demande maintenant de réfléchir, de mettre la vidéo en pause et de chercher la solution. Alors, c'est tout simplement, nous allons corriger donc l'exercice. D'accord? En premier lieu, donc, nous allons tout simplement faire une sommation de tous ces éléments, donc pour savoir le montant de capital investi. Nous allons donc prendre le prix d'achat hors taxe des équipements, 250 000 dirhams, plus les frais d'installation du matériel, qui s'élève à 47 000 dirhams, plus 20 000 dirhams la charge de formation du personnel qui s'occupera de l'équipement sur le matériel, c'est-à-dire, et 30 000 dirhams représente le montant d'augmentation du BFR, sachant que cette augmentation est récupérée en fin de période. Et ce montant de la variation du BFR ne doit pas être amorti. D'accord? Alors, pour démarrer son activité, l'entreprise MIR va entamer, donc pour entamer le projet d'investissement, devra investir à 347 000 dirhams, représente le capital d'investissement. Alors c'est tout simplement ce montant représente le capital d'investissement. C'est l'investissement nécessaire. C'est l'investissement nécessaire. Alors, après avoir traité les premiers éléments du paramètre de choix d'investissement, le deuxième, donc le troisième ici, donc ou bien le deuxième, nommer la durée de vie. Nommer la durée de vie.
Alors, comme je disais, la durée de vie de projet. Alors, une règle, c'est que généralement, donc, on accepte, on retient donc les projets dont la durée de vie, elle est très courte. Elle est très courte. Alors, pour évaluer et déterminer la durée de vie d'investissement d'un projet, conditionne la rentabilité d'un projet, on se base sur la durée de l'environnement et la durée, bien sûr, la durée de vie, donc, de ce projet qui doit être plus courte en fonction de fiabilité des prévisions. Et n'oubliez pas que vous êtes toujours dans les perspectives, donc ça dans les prévisions. Le troisième paramètre à prendre en considération dans l'investissement, c'est donc les cash flows, bien la notion des cash flows. Ça s'appelait aussi les flux nets de trésorerie ou bien les flux de trésorerie nets. Pardon. Ils représentent bien sûr l'ensemble des recettes prévisionnelles nettes ou les flux de trésorerie générés par les activités d'une entreprise. C'est vrai qu'on va démarrer l'activité, on va chercher la cible, les clients, on va vendre, que ce soit, ça dépend de la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire, on va générer un chiffre d'affaires, un turnover, qui est le vie aux clés de calcul de cash flow. Alors, chiffre d'affaires dégagé de l'activité et l'exploitation de l'entreprise. Alors, par la suite, le quatrième paramètre de choix d'investissement, bien sûr, est appelé l'actualisation. Pour vous expliquer, pouvoir donc comprendre ce principe d'actualisation, je vais vous illustrer un exemple. Alors, pour pouvoir donc comprendre, je vous donne cet exemple. Alors, donc, on compare les différentes, on va comparer les différentes cash flows qui appartiennent à des périodes différentes. On utilise la méthode d'actualisation. Alors, vous avez donc un projet étalé sur cette période de 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Alors, on a donc comme recette prévision, donc comme cash flow, donc vous avez je vais vous montrer par la suite donc la formule de calcul. Donc déjà, on a comme donné donc les 1000 dirhams en 2021. En 2022, on a donc 2500 dirhams, en 2023 3000, 2024 2000 et en 2025 1000. Alors, ce que je vous demande maintenant, c'est de répondre à la question suivante. Est-ce que les 1000 dirhams donc générés donc en 2021, elle représente ou bien représente la même valeur de 1000 dirhams générés en 2025? Alors, essayez de réfléchir tranquillement. Donc, tranquillement, je peux donc répondre avec oui et non. Oui, pourquoi? Parce que donc les 1000 dirhams donc en 2021 et par rapport aux 1000 dirhams
en 2025 en termes donc de chiffres, donc numéro, oui, exact, mais en matière de valeur, donc en matière de pouvoir d'achat, non. D'accord? Alors, quels sont les 1000 dirhams qui est importante? Tranquillement, ce sont les 1000 dirhams de 2021. D'accord? Alors, pourquoi? Les 1000 dirhams si je parle de phénomène d'inflation, les 1000 dirhams de 2021, d'accord? Il ne peut pas acheter ce qu'on peut, il ne peut pas acheter donc des éléments donc qui sont donc en 2025, en 2025. C'est-à-dire en termes de pouvoir d'achat, donc je peux non, car la monnaie, pour les économistes, la monnaie perd sa valeur avec le temps. Le temps. C'est tout simplement, ici on parle de phénomène d'inflation. C'est pour cela, hein, nous allons utiliser donc la méthode d'actualisation pour aligner donc ces chiffres. Donc, c'est-à-dire ces cash flow. D'accord. Alors, ici nous avons comparé donc des cash flows étalés sur une période. Et on peut, nous synthétisons tout simplement que avec donc le phénomène d'inflation, la monnaie perd sa valeur avec le temps, car les cash flows du 2021, donc il ne peut pas acheter assez d'éléments donc par rapport au cash flow donc en 2025. Alors, je reviens donc pour synthétiser une autre fois. Alors, en comparant ces recettes prévisionnelles, ou bien nommées appelées les cash flows, c'est vrai qu'en termes de montant, bien évidemment, donc, on est donc d'accord. D'accord. Les 1000 dirhams sont les mêmes. Mais en termes de pouvoir d'achat, comme je disais tout à l'heure, les 1000 dirhams de 2021 n'a pas le même pouvoir d'achat. D'accord? Dès 2025. Alors, c'est-à-dire les 1000 dirhams donc, de 2021 est supérieur aux 1000 dirhams du 2025. Pourquoi? Donc, pourquoi? Bien sûr, parce que je peux acheter en 2021, donc, disons forcément, donc, autant de choses plus importantes, ce que je pouvais donc acheter en 2025. Bien sûr, et en appuyant sur cet exemple, c'est tout simplement la monnaie. Regardez cette phrase, il faut souligner donc la monnaie perd sa valeur avec le temps, c'est-à-dire le phénomène d'inflation, bien sûr souligné par les économistes. Alors, c'est pour cela, dans les calculs des cash flows, pour être juste, c'est-à-dire pour avoir donc des cash flows donc, au niveau de l'évaluation de notre investissement, il faut prendre en considération donc cette valeur, d'accord? Cette valeur qui est très importante. Bien sûr, quoi? La valeur de l'évaluation de la monnaie. Donc, cette variation, il faut la prendre en considération
Et c'est ce que c'est ce que on va faire, bien sûr. On va essayer de faire avec cette méthode ou bien cette technique d'actualisation pour comparer, donc pour une comparaison très juste, une comparaison correcte, pour pouvoir donc suivre donc l'évolution avoir une bonne évolution du projet d'investissement dans les différentes périodes en termes de cash flow ou bien de recettes prévisionnelles. Alors, par conséquent, le principe de l'actualisation trouve ses origines dans la mathématique financière. D'accord? Prenons un exemple, donc très simple. On a donc actuellement, donc maintenant, on a un exemple. Nous abordons un exemple très simple. On a l'actuel et on a le futur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour comprendre la formule de calcul de l'actualisation, de la valeur actuelle. Alors, je vais essayer de considérer une valeur 0, V0, c'est-à-dire c'est quoi? C'est le montant d'argent à investir. Maintenant, une somme, une valeur d'argent. Le I aussi, c'est le taux d'intérêt. En considérant le taux d'intérêt, c'est le gain. C'est le gain. Donc, dégagé ou là, qu'on va percevoir de la banque. Et, finalement, N, c'est le placement N, c'est-à-dire période. C'est la période. Alors, on a trois paramètres. Le valeur 0, le valeur actuelle. C'est le montant que vous allez placer ou bien investir dans la banque. Le taux d'intérêt I que la banque que va vous donner. Donc, et N, c'est-à-dire c'est la période de placement. Alors maintenant, la question qui se pose et se posera après N période, c'est-à-dire au futur prévisionnel, nous allons automatiquement, nous allons une autre valeur appelée VA, c'est la valeur acquise, d'accord? C'est-à-dire après N période ou bien année, on va acquérir, on va obtenir la VA, la valeur acquise. Alors, nous allons pas donc approfondir, mais juste pour vous donner l'exemple afin de comprendre ce principe d'actualisation. Alors, cette valeur acquise que je vais avoir à la fin de période, c'est l'équivalent de la V0, c'est-à-dire la valeur actuelle, d'accord? La valeur placée au début, d'accord? Ou bien la valeur dont vous disposez maintenant, fois, entre parenthèses 1, plus I, le taux d'intérêt, à la puissance de N. Alors, tranquillement, la valeur acquise, c'est quoi? C'est la valeur que je vais obtenir si je place maintenant la VO sur une période de N. D'accord? Alors, maintenant, je vous demande de réfléchir. D'accord? Je vais inverser la question. D'accord? La question c'est combien doit-on placer aujourd'hui si on peut
si on veut, pardon, avoir la valeur VA après n période. D'accord? Alors, je vous donne du temps pour réfléchir. Alors, si vous l'avez bien compris, il s'agit tout simplement de la valeur V0. Parce que si je place V0 aujourd'hui, j'obtiens VA sur n période après. Donc c'est réciproque. C'est question. Alors, si je voudrais calculer la V0, je passe pardon. Je vais faire tout simplement la division. C'est-à-dire, si je veux calculer la V0, je vais faire, c'est la valeur acquise que divise 1 plus i, le taux d'intérêt, à la puissance de n. Ce qui reflète, bien sûr, ce principe d'actualisation. Alors, c'est tout simplement. Alors, on va revenir à l'exemple que je vous ai illustré tout à l'heure, de la comparaison de la valeur monétaire sur une période de données. De quoi? Des cash flows. Maintenant, vous avez ici les cash flows sans actualisation et par l'application, donc par conscience donc de la formule que je viens de citer, donc le calcul de V à V0, donc la V0 c'est l'application de la division. D'accord? On va essayer d'appliquer ce que vous avez bien compris pour calculer la valeur, les cash flows avec l'utilisation et l'application de la méthode d'actualisation. Alors, revenons, en premier lieu, revenons à l'année 2021. Nous avons comme cash flow sans actualisation 1000 dirhams. Alors, en 2021, le cash flow avec actualisation représente la 1000 dirhams, c'est-à-dire que divise 1, d'accord, plus i, le taux d'intérêt, d'accord, à la puissance de 1. D'accord. En 2022, 2500, que divise 1 plus le taux d'intérêt, d'accord, le i, à la puissance de 2. Et on procède de la même manière. Bien entendu que donc I donc représente le taux d'intérêt qu'on a supposé donc sur le marché, mais nous n'allons pas approfondir dans ce sens parce qu'il y en a beaucoup de choses à détailler, à discuter dans ce sens.
Donc après tout, après avoir euh, donc calculé donc ou bien actualisé les cash flows donc en utilisant donc la formule suivante, donc on se retrouve avec ou bien on obtient les recettes des recettes qui sont actualisées qui sont actualisées par rapport à l'exemple illustré. Alors, on a actualisé les cash flows donc en bas, comme vous voyez en bas. Alors, c'est-à-dire les 1000 est devenu donc les 1000 sur 1 plus i, donc à la puissance 1, donc c'est-à-dire reflète l'année. Alors, en finale, donc nous synthétisons que les montants donc des cash flows avec actualisation, ils sont justes, ce qui reflète la réalité de l'évolution, tout simplement de l'évolution monétaire. Pourquoi? Parce que maintenant, si on calcule ce montant, les 1000 de 2021, donc le prévisionnel ou bien de cash flow, elle est supérieure 2000, donc vient des recettes prévisionnelles de cash flow de 2025. Alors comme ça, la méthode de principe ou bien le principe d'actualisation nous aide à voir
donc des cash flows ou bien des résultats donc fiables, des résultats très fiables. Est-ce qu'on a bien sûr, bien évidemment, bien entendu, ce qu'on a bien donc trouvé, après comparaison, bien sûr, après vérification ou bien comparaison des deux valeurs des cash flows, ce qui indique la fiabilité de cette méthode, bien sûr, appliquée. Alors maintenant, nous approfondirons un petit peu sur le I, sur le taux, bien, le taux d'intérêt, comme vous pouvez le voir. Alors ensuite, on va voir un élément à l'intérieur de l'actualisation. C'est quoi l'élément? Bien sûr, I. Alors, comment on détermine ce taux d'intérêt qui est de I? Il va falloir donc connaître que I, ou bien le taux donc d'intérêt, il se base sur quoi? Il se base sur la rentabilité minimum exigée par les actionnaires. Les actionnaires, c'est-à-dire donc les propriétaires des capitaux investis. Bien entendu qu'elle est composée d'espérance de rentabilité minimum engagée par les propriétaires. Bien sûr. Donc les propriétaires de capital que je viens de citer, que sont les actionnaires. Donc il faut prendre en considération cette espérance, bien sûr. Alors au niveau de donc ou bien sur la base de la rémunération des capitaux étrangers, ou bien les pourcentages en termes bien sûr pourquoi pas de risque, parce que si on ajoute une fraction ou bien un pourcentage en de risque, il va falloir d'interpréter comme ça, parce que si bien entendu on place de l'argent de la banque, c'est vrai, elle est juste, mais investir en moyens de production, en matériel, on prend de risques. C'est vrai que dans l'investissement, il faut avoir donc la prise de risque. Il faut avoir donc, mais il faut être audacieux, mais toujours il faut déchiffrer pour calculer, donc, pour avoir une récompense. Comment dit, plus de risques, plus de profitabilité, plus de rentabilité, plus de réussite, même dans la vie. Alors, revenons à l'exemple. Il y en a plusieurs méthodes pour calculer cet indicateur de taux. Donc, je vais l'appeler donc le taux d'intérêt. D'accord? Il y a la méthode qui est simple. Donc, deux méthodes. La première méthode, donc, alors tranquillement, donc, pour appliquer la première méthode, le calcul de taux de taux, donc ce taux, donc il faut donc ajouter donc la rentabilité minimum exigée par le taux de rentabilité minimum exigé par les actionnaires, plus l'indice de l'inflation qui est publié par les concernés, les compétents, bien sûr financiers, les autorités financières. Alors la deuxième méthode, bien entendu, qu'on voyait donc dans la photo, c'est la CMPC.
ce qu'on appelle le coût moyen pondéré du capital. Alors, égal à quoi? Égal, il s'agit tout simplement de calculer ce moyen qui est pondéré entre les fonds propres et les dettes. Pourquoi? Pour financer, pour démarrer donc un projet, il faut emprunter de l'argent, d'accord? Et pourquoi pas pour compter sur love money, c'est-à-dire les fonds propres, les capitaux, donc mes capitaux, pour créer toujours une richesse. Alors, comme vous voyez dans la formule, je prends les fonds propres, je multiplie par KE, c'est-à-dire le coût des fonds propres, plus la D qui représente au fonds étranger, fois la KD, c'est-à-dire le coût des fonds étrangers. Donc, je ne vais pas détailler, donc rentrer dans les détails, mais juste pour, même dans les exercices, je vais vous donner ce taux. Je vais pas vous, je vous mets donc en situation. Alors bien encadré, donc bien encadré. Vous avez comme exemple soit une entreprise dont le capital est de 100 000 dirhams, composé à 60% de fonds propres et à 40% de dettes financières en valeur de marché. Si le rendement exigé par les actionnaires est 9% et l'intérêt de l'emprunt de 6%, alors comment calculer cet indicateur? D'accord. Alors, je vous donne du temps pour réfléchir, pour chercher la solution. Alors, en se référant à l'exemple, alors en appliquant la formule pour calculer le CMC, donc 60 000 qui représentent les fonds propres, fois le taux d'intérêt, donc le taux exigé, donc c'est qui est donc de 0,09 exigé par les actionnaires, plus les 40 000 dirhams donc qui représentent les fonds étrangers, fois le taux d'intérêt, le taux de l'intérêt de l'emprunt, 0,6, qui divise le total qui comporte donc le capital inclus donc le D, donc inclus les fonds étrangers, 100 000 dirhams. À la fin, on obtient donc le taux d'actualisation 0,0 donc 78 en pourcentage c'est 7,8%. Alors comme je vous ai dit, donc je vais pas vous mettre donc dans cette situation. Je vais automatiquement, si on a dans l'examen final ou bien dans des exercices et des travaux donc dirigés, que je vous ai déjà envoyé, donc vous n'avez pas le temps de calculer ce taux. Ce sera parmi les données de l'exercice. Alors maintenant, nous amorcerons les derniers donc éléments du choix d'investissement, un dernier paramètre du choix d'investissement, c'est la valeur résiduelle et la récupération du BFR. Alors, commençons par la valeur résiduelle. Vous savez bien que au niveau de l'immobilisation, bien, alors, on va essayer de répondre à cette question. De quoi s'agit-il la valeur résiduelle? Alors, la valeur estimée d'une bien sûr immobilisation d'une machine à l'issue de la période d'amortissement, elle correspond à la valeur d'un bien après avoir été utilisé et totalement amorti comptablement. Je vous donne un exemple. En achetant donc une machine ou bien tout ce qui est immobilisation,
tout ce qui est immobilisation. Alors, c'est vrai que après donc sa dépréciation donc comptable, la dégradation de sa valeur, à la fin donc après 5 ans, ça dépend de sa durée selon sa durée de sa durée de vie, sa valeur comptable, la VNC, devient 0. Mais économiquement parlant, la valeur résiduelle n'est plus 0. Donc, tout simplement, c'est une recette. Alors, c'est une recette additionnelle qui s'ajoute au cash flow de la dernière année du projet. Bien entendu, autrement dit, les valeurs résiduelles en fin d'exploitation sont des flux additionnels qui doivent être pris en compte lors de la dernière année du projet. Alors, par la suite, donc, vous avez remarqué, donc, cette valeur font des exercices de travaux dirigés qu'on a vu ensemble. Alors, une règle à suivre que la valeur résiduelle s'ajoute au cash flow de la dernière année du projet. Et je viens d'illustrer donc cette photo. Par exemple, cette voiture que j'ai achetée par exemple à 50 000 dirhams, qui a une durée de vie de 5 ans. C'est vrai, donc si on calcule donc après 5 ans, sa valeur nette comptable devient 0. Mais est-ce que sa valeur résiduelle, donc après 5 ans, égale à 0? Bien sûr, non. Pourquoi? Parce que la valeur résiduelle donc s'ajoute donc cette valeur résiduelle, on va l'ajouter au cash flow de la dernière année tout simplement. Je peux donc rajouter que pourquoi cette valeur résiduelle elle n'est pas elle n'égale pas 0, parce que on peut bien sûr, si vous remarquez, on peut céder, on peut vendre cette voiture, on peut vendre à une valeur, pourquoi pas. Cette valeur qui est appelée bien sûr la valeur résiduelle. Résiduelle, comme son nom l'indique, la valeur résiduelle, c'est la valeur qui reste. La valeur résiduelle, c'est la valeur qui reste. Cependant, comme je vais l'appeler une recette. Alors, une recette, cette valeur résiduelle, qui va s'ajouter, comme je vous ai dit, je vous ai dit, donc, qui va s'ajouter au cash flow de la dernière année. Et bien entendu, elle sera actualisée avec les recettes prévisionnelles ou les cash flows. Ensuite, il y en a un autre élément, bien paramètre qui rentre dans les choix d'investissement et qu'on va récupérer à la fin du projet ou bien de l'investissement, c'est bien sûr c'est la récupération du BFR, donc besoin de fonds de roulement. Je vous ai déjà illustré et expliqué donc ce BFR. Alors, et donc tout tranquillement, ces deux éléments, donc ce sont bien sûr ce sont des éléments qu'on va les ajouter. Ce sont des éléments qui va représenter des recettes et qui s'ajoutent bien sûr, qui va s'ajouter aux recettes et qui seront bien sûr actualisés. Alors en fin du projet, les stocks sont liquidés, donc comme je vous ai expliqué, les créances sont recouvrées, c'est-à-dire les ventes sont réglées, et les dettes fournisseurs sont réglées. Alors le besoin en fonds de roulement, le BFR initial
plus le BFR complémentaire est récupéré. Alors en grosso modo, finalement, donc, nous synthétisons que ces deux éléments, ces deux valeurs, la valeur résiduelle, la valeur qui reste, donc, des biens immobilisés, donc après, donc, économiquement parlant, après avoir, donc, à la fin de sa durée de vie, donc, et la récupération du BFR doivent être actualisées au même titre que les cash flows à la fin de la période et seront bien sûr actualisés. Alors cependant, on va passer donc à un deuxième élément. Donc, comment calculer les cash flows, c'est-à-dire les flux de trésorerie. Avant de se lancer dans le calcul de la rentabilité ou bien de cash flow d'investissement et les techniques de calcul, il est important de prendre en considération certains principes fondamentaux qui précèdent le choix d'investissement. À titre d'exemple, l'appréciation d'un investissement, d'accord? L'appréciation d'un investissement se fait par les flux de trésorerie, c'est-à-dire les recettes prévisionnelles nettes appelées les cash flows en anglais. À ce niveau, il faut distinguer entre les opérations qui représentent des flux et les opérations qui ne représentent pas de vrais flux. Pour cela, il faut exclure les charges non décaissables. C'est-à-dire, par la suite, je vais vous expliquer qu'est-ce que les charges non décaissables, bien les dotations aux amortissements, et les produits non décaissables, des reprises. Alors, comment calculer avant d'amorcer donc cette partie? Alors, comment calculer le cash flow? Alors, comme question, comment calculer le cash flow? Donc, les cash flows représentent le chiffre d'affaires, les recettes, c'est-à-dire les recettes, moins les encaissements, c'est-à-dire les recettes, le chiffre d'affaires, le turnover, moins les décaissements, moins les charges. D'accord? Moins notamment les charges décaissables. Alors, tout simplement, le cash flow, bien les recettes prévisionnelles égale au chiffre d'affaires généré, c'est-à-dire les ventes donc de l'entreprise, les encaissements, moins les charges, moins les charges, ou bien les charges en général, plus les dotations. À savoir que il faut distinguer entre deux charges. Les charges qui sont décaissables, à titre d'exemple, achat de marchandises. Alors, achat de matières premières, d'accord? Et les charges non décaissables, c'est-à-dire lorsque je dis non décaissable, c'est-à-dire c'est une charge qu'on ne peut pas, on ne peut, n'est pas payée, mais elle est décaissée comme les dotations, parce que l'achat d'une machine, il y a une dégradation de la valeur de cette machine avec le temps. C'est une charge maintenant décaissable. Comme vous voyez, donc, les charges non décaissables, ce sont des charges constatées, comptabilisées. Donc, exemple, la comptabilisation des dotations aux amortissements. Donc, aucune sortie d'argent, aucun décaissement, c'est une charge non décaissable. Alors, voyez la différence entre les charges donc décaissables et les charges non décaissables. Les charges décaissables, ce sont des charges payées, décaissées
et les charges non décaissables, telles que donc les dotations aux amortissements. Ce sont des charges constatées, c'est une sortie d'argent, mais aucun décaissement, donc c'est une charge non décaissable. Alors il faut bien donc appréhender, donc capturer ces deux types de charges. Alors, comme vous voyez, donc on a pu donc étudier plusieurs éléments. C'est pour cela que je vous ai dit que le contenu est très riche de la finance, l'art, la science, cette discipline. Alors, je m'arrête donc ici. Donc, dans la formule donc de calcul, comment calculer les cash flows, c'est donc les recettes prévisionnelles, pardon, les ventes, le turnover, les encaissements, moins bien sûr les décaissements, ou bien moins les charges que je vous ai illustré tout à l'heure, sont classées sous deux catégories. Les charges décaissables sont des charges qu'on va régler, qu'on va payer après l'échéance, et les charges non décaissables qui représentent les dotations, les amortissements, bien sûr inscrits et comptabilisés, qui sont constatés et comptabilisés dans quelle classe? Bien sûr la classe 6, mais ils ne sont pas décaissables. Ils sont comptabilisés. Pourquoi? Parce que il n'y en a aucune sortie d'argent, aucun décaissement. Alors, cette première vidéo va vous aider à vous préparer donc tranquillement donc à l'examen final. Je vais vous filmer donc une autre vidéo donc avec donc les exercices et les démonstrations. Je vous souhaite donc bon courage. Donc merci pour votre attention et votre écoute.